Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Hype. Je suis Richard Zarzavadjian et je suis très content ce matin d'être avec vous, tout simplement parce qu'on va parler du mal du siècle. Alors vous allez me dire, c'est quoi le mal du siècle ? Eh bien, dans le domaine de la santé, on peut dire que le mal du dos, c'est le mal du siècle, puisque, allez, tous les Français auront au cours de leur vie mal au dos, mal au cervical, qui justifiera des traitements, par exemple des antidouleurs, par exemple des infiltrations, par exemple dans les pires des cas de la chirurgie. Et j'imagine, comme nous tous, que vous vous posez des questions. Quand faut-il opérer ? Quel traitement prendre ? Quel médecin aller voir? Et selon la région où je suis, est-ce qu'il y a un spécialiste? Voilà, c'est des questions très pratiques qu'on va essayer de voir ensemble avec vous. Donc n'hésitez pas à nous appeler si d'aventure vous aviez des questions à vous poser et à poser, puisque on a avec nous ce matin un des spécialistes français du mal de dos. Il est chirurgien orthopédiste et donc il est chef du service d'orthopédie et de chirurgie de l'hôpital de Nîmes, et il est venu spécialement ici sur Radio Hype à Alfortville pour essayer de répondre à ces questions. Professeur Pascal Koyoumjian, bonjour. Bonjour à vous. Comment ça va ? Ben écoutez, très bien, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et parler du mal de dos. Alors mal de dos, c'est vrai que c'est un problème. Donc parler des problèmes, c'est toujours compliqué, mais d'en parler ensemble, peut-être qu'on arrivera à élucider un certain nombre de questions. Et donc on est là effectivement pour en rediscuter ensemble. Alors justement, moi je vous connais, je suis allé vous voir au bloc opératoire et dans certaines situations, vous avez des positions incroyables. Est-ce que vous, en tant que chirurgien, lorsque vous opérez, lorsque vous mettez une prothèse de hanche, lorsque vous traitez une hernie discale, ou quand vous faites d'autres opérations, vous êtes un peu torsionné, est-ce que vous avez mal au dos ? Ah oui, bien sûr, ça peut arriver. Bien sûr qu'il y a des douleurs qui peuvent arriver parce que si on est mal conditionné, si on n'a pas d'entraînement, si on renforce pas notamment le gainage, les muscles abdominaux, les muscles en dessous du bassin, fatalement, on est dans des positions dans la vie courante qui peuvent générer des douleurs. Et c'est à ce titre qu'il faut justement, dans la prévention des douleurs du dos, toujours avoir un bon entretien physique du dos. Alors justement, moi j'ai une question à vous poser, j'imagine que tout le monde veut savoir pourquoi. Pourquoi on a mal au dos ? On est mal fait, la nature nous a mal fait, ce dos est mal protégé, pourquoi on a mal au dos ? Alors pourquoi on est calvicique ? Ça peut être aussi une bonne question. Alors, il y a la posture, il y a effectivement la physionomie, la posture des gens qui peuvent faciliter ces douleurs du dos. Il y a l'entretien musculaire qui parfois peut être déficient, au contraire la surcharge de l'activité qui peut être source de douleur. Il faut savoir que, c'est une maladie bénigne. Ça, c'est important de le dire. C'est pas parce qu'on a mal au dos qu'on a quelque chose de grave. Par contre, c'est invalidant. Et donc, on rentre dans le domaine de la fonction, du fonctionnel, et c'est ça qui pose problème, puisque ça va handicaper, à la fois dans les activités de loisirs, à la fois dans les activités sportives, et donc ça va péjorer complètement le bon vivre des patients. Mais c'est une maladie bénigne dans 95% des cas, ce qui veut dire que on va avoir des solutions médicales, de traitement, qui vont permettre, dans la grande majorité des cas, d'améliorer le patient, voire de le guérir si on est dans des épisodes extrêmement aigus. Alors, pardonnez-moi, professeur Koyoumjian, vous dites que c'est une maladie bénigne, mais vous connaissez l'expression « j'en ai plein le dos ». Parfois, cette maladie bénigne qui vous encercle, qui vous isole, a des impacts au niveau de la dépression. Il y a beaucoup de patients, et certains patients qui viennent vous voir, sont dépressifs à cause de ce mal de dos. Donc, c'est pas une maladie si bénigne que ça. Il y a un impact, effectivement, sur la vie personnelle et un impact sur l'humeur. C'est le problème de différencier à la fois la douleur, j'allais dire, aiguë et la douleur chronique. C'est-à-dire qu'on a un processus qui fait que cette douleur peut se chroniciser. Et c'est la chronicité qui pose problème. Et c'est pour ça que le parcours du patient est important et qu'une évaluation pluridisciplinaire est importante. Parce que derrière ces problèmes de dos, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes affectifs, il peut y avoir plein d'autres problèmes qui se surajoutent à cette douleur qui est invalidante, et les gens vivent avec leur douleur tous les jours, et c'est ça qui peut péjorer, entre guillemets, la capacité que nous, on peut avoir
de traiter ces patients. Parce que derrière, on a une prise en charge multifactorielle. Il faut absolument traiter toutes les phases et comprendre le patient et essayer derrière cette douleur du dos, qui est effective. Elle peut effectivement être justifiée par des problèmes purement médicaux, mais parfois, elle est encastrée dans un espèce de monde un peu vertueux, qui est celui effectivement de la chronicisation de la douleur. Alors, avant de parler de votre spécialité, vous êtes chirurgien. Quelle solution on peut donner aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, puisque ça va être diffusé sur le site de Radio Hype? Quelle solution? On a mal au dos. Par exemple, si j'ai mal au dos au niveau lombaire, je me lève le lundi matin, je dois aller au boulot, j'ai mal au dos, j'ai du mal. Qu'est-ce que vous conseillez avant de passer à la case chirurgie? Je crois qu'il y a ce qu'on appelle les drapeaux rouges, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de signes qui font qu'il faut consulter rapidement. Notamment les gens qui ont des douleurs du dos avec de la fièvre. Notamment des gens qui ont des traitements particuliers, qui ont d'un seul coup des douleurs. Notamment des gens qui sont suivis par ailleurs pour certaines maladies, qu'elles soient cancéreuses ou pas cancéreuses, et qui d'un seul coup ont des douleurs du dos. Là, par contre, il faut absolument consulter, parce que ça peut être le signe de quelque chose qu'il faut prendre en charge à part entière, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'organicité dans cette douleur. Au-delà de ça, c'est heureusement très rare, et dans la majorité des cas, avoir un lumbago le matin, ça motive pas forcément de faire une radiographie, ça motive un traitement médical, et c'est le traitement médical d'épreuve. C'est quoi un traitement médical? C'est donner des médicaments pour la douleur, c'est donner un anti-inflammatoire s'il n'y a pas de contre-indication, et voir l'évolution du patient en fonction, voir s'il guérit ou pas. Et à partir du moment où effectivement, il y a une résistance à ce traitement médical dit bien conduit, c'est-à-dire qu'en gros adapté, et une fois qu'on a éliminé tout ce qui pourrait être entre guillemets des éléments de gravité, et ben à partir de là, on est dans du bénin entre guillemets, on est dans de la lombalgie, puisqu'on parle du bas du dos. Ça peut être aussi des douleurs cervicales, de la cervicalgie. Plein de gens qui sont dans les ordinateurs ont des douleurs cervicales, etc. Ils accommodent, ils ont des problèmes posturaux qui font que tout est en fait interdépendant, depuis le bas jusqu'en haut. Et parfois, quand on a des douleurs du cou, par exemple, et ben c'est parce qu'on a un trouble postural important et qu'on a du mal à s'accommoder à ça. Donc, l'évaluation globale est importante. Heureusement, on est sur une prise en charge médicale qui reste quand même une prise en charge le primum movens de la prise en charge. Et après, si effectivement il y a des signes d'alerte, consultez le médecin. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez aujourd'hui avec nous un des spécialistes du mal de dos et de la chirurgie du dos. Avant d'entendre une première question d'une auditrice ou d'un auditeur, une question pratique. Qui doit-on aller voir lorsqu'on a un mal de dos tel que vous nous le décrivez? Est-ce que c'est le médecin généraliste? Est-ce que c'est le kiné? Est-ce que c'est le rhumatologue? Est-ce que c'est le psy? Alors, le psy, je dirais que c'est dans le cadre d'une concertation, après une consultation pluridisciplinaire. Il faut d'abord aller voir son médecin. Je crois que la proximité avec le médecin traitant est importante, et c'est lui qui doit orienter. Le problème, c'est d'avoir parfois des médecins qui pensent que finalement, derrière cette douleur qui se chronicise, bon, il y a rien de grave, et laisse traîner un peu les choses. Donc, soit, effectivement, c'est une prise en charge sur un épisode qui va durer 15 jours, 3 semaines, très commun, comme on voit dans la majorité des cas. À ce moment-là, on fait un traitement et c'est le médecin traitant. Si ces douleurs persistent et qu'à un moment donné, on n'a pas de solution efficace, là, l'idée, c'est d'aller voir effectivement un spécialiste. Est-ce qu'il faut aller voir un chirurgien? Un spécialiste, vous pensez à qui? Alors, ou des rééducateurs, ou des médecins rééducateurs, Médecins-rééducateurs, ou des rhumatologues, en fonction d'eux, notamment si on est suivi pour une pathologie inflammatoire, une polyarthrite rhumatoïde, ou des pathologies qu'on sait être parfois pourvoyeuses de douleurs du dos, ou bien parfois les gens arrivent via leur médecin traitant parce que on leur fait des radiographies donc pour évaluer ces douleurs et qu'on trouve de l'arthrose. Et donc, ils sont envoyés parfois aux chirurgiens, que ce soit des neurochirurgiens ou des orthopédistes. Et le chirurgien que vous êtes, vous arrive-t-il de dire non, je ne vous opère pas, j'ai pas besoin? Heureusement, j'ai ce luxe. Et le luxe de pouvoir dire aux gens, écoutez, vous avez rien de grave, effectivement, il y a plusieurs solutions. On est dans du fonctionnel. On n'est pas dans de la gravité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient, il doit choisir. Il doit dire, voilà, écoutez, moi j'ai telle influence de la douleur dans ma vie de tous les jours. Et nous, on est là pour leur dire quand même que la chirurgie, c'est pas rien. Il y a quand même des complications possibles à la chirurgie et qu'il faut avoir des bonnes raisons pour vous opérer. Si on a un canal, par exemple, qui est très très étroit et les nerfs qui sont très serrés dans un canal, là, évidemment, qu'on va passer vite le pas en disant, écoutez, effectivement, là, vous êtes serré, je vous montre la radio et il faut ouvrir. Par contre, si on est sur quelqu'un qui a un disque comme un amortisseur d'une voiture, une voiture a roulé 130 km, c'est pas 130 000 km. C'est pas parce qu'elle a roulé 130 000 km qu'elle peut plus rouler, le moteur est bon.
Effectivement, quand il y a des bosses, on va les sentir. C'est le même principe sur le dos. Quand on a un amortisseur qui est un peu usé, on peut vivre avec, et on a quelques douleurs, mais ça peut suffire, et ça peut éviter l'intervention. Écoutez, professeur Kouyum-Jean, vous allez redémarrer votre consultation parce qu'on a un téléphone, quelqu'un qui va vous poser une question, comme si on était au CHU de Nîmes pour une consultation. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Gérard, 62 ans, qui souffre actuellement d'une cruralgie et suite à déjà une reconsultation auprès du médecin qui m'avait déjà soigné en 2012 d'une sciatique et qui avait dû m'opérer pour réparer mon disque lombaire qui était abîmé. Il y a une cruralgie là qui vient de se déclarer il y a 2-3 mois à peu près, qui a été entre guillemets soulagée par cortisone, voie orale, kiné et repos, traîne depuis 3 mois. Donc reconsultation auprès du chirurgien qui me dit on a fait déjà 2 tentatives de corticothérapie orale. Je vois plus la kiné aussi pour essayer de soulager tout ça, le repos, la marche. Il me dit j'ai plus qu'une solution, c'est l'opération. Bon, le diagnostic a été levé en disant j'ai un rétrécissement du sac dural en L3, L4 et L4. L4. Alors, sans rentrer trop dans les termes techniques, est-ce qu'on peut dire que c'est presque un canal étroit, c'est de l'arthrose que vous avez? Voilà. Alors il y a a priori, d'après son diagnostic, il y a arthrose, à cause un peu de mon âge, j'imagine, et du manque de sport, et canal étroit. Voilà. Canal étroit au niveau des vertèbres qui compresse un peu le nerf vertébral et qui engendre des douleurs. C'est bien ça, professeur Kouyum-Jean? Absolument. Oui. Plus que des douleurs, en fait, c'est plutôt... oui, douleur, ça c'est sûr. Au niveau lombaire, pas tellement. C'est surtout l'irradiation que Bien sûr. D'accord. Gérard, quelle est votre question que vous aimeriez poser au professeur Kouyum-Jean? Alors, on court pas sur la table d'opération, on y va un petit peu en reculant quand même, parce qu'on se demande s'il y a des risques déjà, et les effets secondaires qu'il pourrait y avoir suite à une intervention chirurgicale de ce type. Bien. Pour commencer, cruralgie, il faut d'abord, il y a 2 diagnostics qui viennent à l'idée. C'est vrai que le contexte d'une intervention faite déjà sur la colonne vertébrale oriente vers la colonne, mais une cruralgie peut être liée aussi à la hanche. Donc quand on est évalué, il faut évaluer la hanche et notamment la possibilité que vous avez d'avoir une association entre de l'arthrose au niveau du dos et de l'arthrose au niveau de la hanche, et ce qu'on appelle une coxarthrose. Donc déjà on élimine ça. Et une fois qu'on a éliminé ça, on demande une IRM. Donc fatalement, vous avez eu un scanner ou une IRM pour un scanner, voilà, qui confirme le rétrécissement. Alors après, les options qu'on a, on n'a pas inventé des choses extraordinaires, parce que les solutions qu'on a, c'est ou le traitement dit médical, les médicaments, et ça suffit, ou la rééducation, et il y a des types de rééducation sur les rétrécissements qui peuvent améliorer les choses, ou les infiltrations quand on a des hernies, mais sur des rétrécissements osseux, l'infiltration a très très peu d'effet sur le nerf. Et après, qu'est-ce qui vient à l'esprit? C'est la chirurgie. Alors la chirurgie, évidemment que c'est pas avec plaisir qu'on arrive sur un billard. Reste que quand on a un rétrécissement et un nerf qui est coincé, c'est parfois la seule solution pour améliorer les choses. Alors on peut essayer un traitement médical, il faut pas non plus trop traîner. À partir du moment où on n'a pas de retentissement qu'on dit moteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paralysie, parce que parfois le rétrécissement est tellement important que le nerf, il souffre tellement qu'il peut engendrer une paralysie d'une partie de la fonction de la jambe, par exemple. Alors sur une cruralgie, ça peut être l'extension du genou. Si c'est un peu plus bas, ça peut être une difficulté à relever la cheville ou les orteils. C'est votre cas, Gérard? Alors moi, mon cas, c'est plus... Alors j'ai une difficulté à la marche, parce que j'ai cette jambe gauche qui me brûle littéralement presque du milieu de la cuisse jusqu'au niveau de la cheville. D'accord. Donc je n'ai pas une paralysie flagrante qui m'empêche de bouger ou de marcher, mais j'ai mon périmètre de marche, il est 5 mètres, 10 mètres. Ça s'appelle dans notre langage médical une glaudication. En gros, des gens qui marchent pendant 150, 200 mètres et qui sont obligés de s'arrêter pour récupérer, qui repartent tous les 150, 200 mètres, et on évalue la sévérité
du rétrécissement Gérard, tu savais? par le périmètre. Le périmètre. Plus le périmètre de marche est raccourci, plus la souffrance du nerf est importante. Donc quand on a des périmètres de marche qui sont inférieurs à 500 mètres, c'est-à-dire en gros j'arrive à faire 500 mètres pour faire 1,5 km, je m'arrête tous les 500 mètres, là on peut discuter si le scanner est en faveur de ça, d'une intervention, et je pense qu'il faut la faire. Alors après, est-ce qu'il y a des complications possibles ? Il y a deux types de chirurgiens, vous savez. Il y a des chirurgiens qui ont des complications et ceux qui n'opèrent pas. Donc fatalement, on est exposé à avoir des complications. Alors, c'est une très bonne remarque. C'est-à-dire, ce que vous conseillez, c'est d'aller voir des chirurgiens qui font des séries, qui ont l'habitude de ce type d'opération. Bien sûr que plus l'habitude est là et moins le risque chirurgical est important, mais parfois il n'est pas inhérent forcément à la qualité de la chirurgie. On peut avoir, parce que les patients ont des anticoagulants, on peut avoir des hématomes, on peut avoir des infections, et même si on prend toutes les précautions, on peut toujours avoir des problématiques qui sont parfois difficilement évitables. Je suis. Mais heureusement, juste pour préciser, le bénéfice c'est toujours pareil. C'est la balance entre le bénéfice et le risque. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe ? Vous risquez d'être de plus en plus invalidé et presque même parfois paralysé sur une partie de la fonction du membre. Et c'est ça, il faut bien comprendre que parfois le risque à ne rien faire est plus important que le risque à vous opérer. Et c'est là où nous on explique aux patients, et c'est très important, cette information, elle est médico-légale. C'est-à-dire qu'on est obligé d'expliquer aux patients, il y a des gens qui ont peur d'entendre des choses comme paralysie, des choses comme ça, qui sont effectivement des petits, enfin des risques en tout cas faibles en termes de pourcentage, mais qui existent, et c'est très compliqué pour le médecin d'aller expliquer à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre que effectivement il y a des risques chirurgicaux, mais on est confronté maintenant à une médecine médico-légale qui nous oblige à citer en gros les complications principales. Gérard, vous avez déjà été opéré de ce type de problème avant? Alors, c'était pas exactement le même problème, du moins le diagnostic n'avait pas été le même, dans la mesure où la première opération que j'avais eue il y a 7 ans à peu près, c'était une hernie qui avait déclenché une sciatique, pas sur la même jambe, c'est la jambe droite. C'était une hernie diagnostiquée également par ce scanner, qui avait été essayé d'être soulagée par infiltration, qui avait été essayé d'être soulagée par kiné, par repos et ainsi de suite. Et un jour, le chirurgien me dit c'est entre vos mains, c'est à vous de décider, parce que ça fait presque 6 mois que ça dure cette histoire. Vous ne vous en sortez pas, ça n'ira pas en s'améliorant puisqu'on a déjà tout essayé. Donc d'une certaine façon, c'est exactement ce que vous dit aujourd'hui le professeur Kouyumjian par rapport au deuxième problème que vous avez, c'est-à-dire ce canal étroit au niveau des vertèbres qui provoque les mêmes douleurs. Alors qui provoque le même process d'invalidation au niveau de la marche, au niveau du confort de vie ou du déplacement. Gérard, quelle décision vous allez prendre avec votre chirurgien ou avec un autre médecin? Alors déjà un autre médecin, je vous réponds non. Pourquoi? Non pas que je ne veuille pas voir Pierre-Paul Jacques, mais c'est que le premier chirurgien qui m'a opéré, qui risque de me réopérer puisque ça sera le même, le capital confiance existe. À un moment, on se dit de toute façon, on confie sa colonne vertébrale à quelqu'un. Donc on se dit si la première fois ça a été presque à 100% de réussite, dans le sens que j'ai retrouvé une vie normale, quasi normale. Toujours avec une fragilité au niveau des reins, parce que je suis pas musclé ou pas assez musclé. Mais on se dit je vais pas aller tenter un deuxième chirurgien parce que je ne sais pour quelle raison. On a aussi confiance dans le praticien avec lequel on discute et avec lequel la discussion s'installe. Voilà. Donc d'une certaine façon, ce que vous a expliqué le professeur Kouyumjian conforte votre décision de vous faire opérer? Oui. Oui, parce que si j'ai bien entendu ou bien écouté, si on évacue la première tentative, la deuxième tentative, la troisième tentative, il reste plus que la chirurgie. Puisque même s'il y a des chances que ça s'améliore avec du temps, le risque de me retrouver paralysé ou la dangerosité de la paralysie qui impliquerait une urgence d'intervention, je préfère peut-être anticiper et y aller plus sereinement. Oui, voilà. Parfait. On est parfaitement d'accord. En tout cas, merci d'avoir... Une petite question, si je peux me permettre. Ce genre d'intervention, au même titre qu'une hernie discale, va-t-elle impliquer une rééducation tous ou une rééducation longue et pénible? Excellente question.
Il y a deux situations. Il y a la situation où on est gêné par la jambe, donc la douleur dans la cuisse, et puis il y a la situation où les gens ont le canal qui rétrécit, mais ont des douleurs dans le dos aussi, beaucoup. Et on peut avoir un canal rétréci, mais on peut avoir aussi l'arthrose importante qui fait que la mobilité entre les vertèbres génère de la douleur. Donc si on est dans un canal lombaire étroit qui est vraiment juste avec une influence sur la douleur dans la jambe, on peut opérer et après, 6 semaines après, on évalue la situation. Soit la situation est réglée rapidement, il n'y a pas besoin forcément, peut-être un peu de kinésithérapie de posture, mais pas plus. Soit les patients, et ça peut être le cas notamment des patients plus âgés, qui ont des problèmes de déformation de la colonne associée, qui commencent, on le voit, en gros, la vieillesse, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, nous, une maladie syphosante. C'est quoi la maladie syphosante? Ce sont des patients qui commencent à partir avec le tronc qui va progressivement vers l'avant. Ils ont des déséquilibres du tronc par rapport au bassin et ils partent progressivement vers l'avant et ils essaient de trouver un équilibre. Et effectivement, pour le dos, on est dans la moins bonne des positions. On parlait de la chirurgie tout à l'heure et de la position qu'on a pendant la chirurgie, mais le fait d'avoir un tronc toujours projeté en avant par rapport au bassin, ça génère de la douleur. Et ces gens-là, qui ont des canaux lombaires étroits et qui ont ces problématiques posturales, là, par contre, l'intérêt de la rééducation est entier. Et souvent, ces patients sont orientés même dans des centres de rééducation pour essayer d'améliorer leur douleur globale. Gérard, est-ce que ces réponses du professeur Coyomjian vous satisfont? En fait, elles sont en train de me rassurer, ça c'est certain, et en même temps de confirmer la décision que je risque de prendre très rapidement. Voilà. Vous nous tenez au courant? Absolument. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et je crois qu'on va passer à une deuxième auditrice ou auditeur? Auditrice. Bonjour. Bonjour, je suis donc malade. Je suis très honorée de poser des questions au professeur à l'antenne de Hype FM. Mes questions sont beaucoup plus pratiques que les questions de Gérard. Voilà, j'ai mal au lombaire et ça c'est presque chronique. La dernière fois, c'est-à-dire la semaine dernière, j'ai voulu savonner ma petite fille dans sa douche et voilà que j'ai été prise d'une douleur terrible qui m'a empêchée de marcher pendant un certain temps. Et je voulais vous demander, docteur, quelles sont vos recommandations pour éviter ce genre de situation? Et ça, c'est ma première question. Et j'en ai d'autres. Si vous avez le temps, vous me répondrez. Pourquoi on a mal au dos? Il est venu de Nîmes, exprès pour répondre à vos questions. Il a toute la journée, donc vous pouvez y aller. Parfaitement installé en plus. Voilà, ma deuxième question. On va peut-être, Maral, peut-être répondre à votre première question et après on prendra vos autres questions. Professeur Coyomjian. Je suis tout à fait d'accord. Alors, pour répondre à la première question, je pense qu'il est important d'entretenir son dos. Entretenir son dos, c'est s'entretenir globalement. C'est-à-dire, il faut alors soit aider par un kinésithérapeute au départ qui vous conseille sur comment gainer par exemple la ceinture abdominale. Les abdominaux sont très importants pour maintenir une bonne tonicité au niveau du dos. C'est d'étirer parfois quand on a des douleurs comme ça, c'est qu'on est assez raide. Et donc, alors on va pas devenir du jour au lendemain un gymnaste à faire des grands écarts, on est bien d'accord, mais le simple fait d'avoir un travail quotidien, qui est comme prendre un médicament. C'est aussi contraignant que de prendre un médicament, même plus contraignant, parce que de trouver un quart d'heure, 20 minutes par jour pour faire des exercices, c'est pas facile de les trouver. Et surtout en termes de volonté, il faut vraiment le faire. Et c'est pas simple. Mais c'est la solution. C'est-à-dire que plus on entretient un dos, plus on tonifie les muscles et plus on étire les muscles globaux, que ce soit sous le bassin, donc tous les muscles qui vont dans la jambe, que ce soit les fesses, derrière, les cuisses, devant les cuisses, que ce soit renforcé, comme j'insiste un peu dessus, sur le gainage. Fatalement, on améliore les choses. Mais concrètement, comment Maral peut faire quelques exercices le matin d'étirement, concrètement? Concrètement, kiné pour lui montrer au départ, parce que je crois qu'il faut montrer les choses. Donc allez voir un spécialiste. Allez voir un spécialiste qui lui explique, et soit un kinésithérapeute mais orienté par son médecin traitant avec une prescription dédiée, et puis déjà commencer par là. Et après,
Parce que les kinésithérapeutes, ça peut être 50, 60, 70, 80 séances, ça veut plus rien dire. 15 séances au départ, et après, parce que le taux de prescription aussi des kinésithérapeutes est maintenant factuel, et donc on essaie de faire en sorte de limiter ces prescriptions, et les kinés jouent aussi également le jeu pour éviter ça. Et après, c'est l'entretien personnel. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend à la maison, elle est à la maison, on est 10h du matin, oui. Elle est devant la télévision, qu'est-ce qu'elle peut faire comme exercice? Lever la jambe, baisser sur les genoux? Lever la jambe, baisser sur les genoux, étirer, mettre la jambe sur une chaise et puis essayer d'étirer tous les muscles qui sont derrière. On le sent très bien, il y a la corde qui vient devant. C'est de prendre ce qu'on appelle le talon-fesse, c'est-à-dire prendre la jambe pour essayer d'étirer la cuisse devant, donc essayer d'étirer en tirant le talon le plus proche de la fesse possible. C'est faire quelques abdominaux. Alors c'est pas simple, il y a des abdominaux qui sont très difficiles à faire en fonction de la morphologie des jambes, mais il y a des façons de remuscler qui sont moins douloureuses, moins demandeuses d'efforts que d'autres, et c'est un travail qui est progressivement récupéré. Et effectivement, il faut un peu d'abnégation parfois et un peu de volonté pour y arriver, mais clairement, dans la vie de quotidienne, vous allez être amélioré. Deuxième question, Maral. La deuxième question est aussi pratique. Pourquoi on a davantage mal au dos quand on est dans un musée ou quand on fait quand on fait du lèche-vitrine ou voilà. C'est le piétinement qui fait que, c'est-à-dire que la position debout prolongée, et en fonction de la morphologie de votre dos, elle n'est pas ergonomique. C'est-à-dire elle suscite parfois des contraintes importantes sur le dos, et ces contraintes, elles se payent comme le prix cash, c'est-à-dire qu'après on paye le tarif. On paye le tarif par la douleur. Donc, d'où l'intérêt, et ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est de faire en sorte de bien se conditionner pour éviter que les positions assises prolongées en fonction des fauteuils, les positions debout prolongées, le port de charge notamment, tous ces gestes qui entraînent des contraintes importantes soient le moins douloureux possible. On refait pas la nature. Chacun, il y a des gens qui ont malheureusement pas de douleur, jamais de douleur. Il y en a qui ont des douleurs de façon assez fréquente. La morphologie du dos, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des morphologies différentes. Vous voyez que quand on regarde quelqu'un, il y a des gens qui sont très cambrés au niveau du dos, et puis il y a des gens qui ont des dos plats, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment le bas du dos qui est complètement effilé. Et fatalement, les contraintes ne sont pas les mêmes en fonction. Et puis bon, il y a le facteur dit génétique. On est tous avec un potentiel génétique qui fait... Maral, est-ce que vous me permettez de poser une question au professeur Kouyumjan? Parce que depuis tout à l'heure, on est dans ce studio de Radio Hype et on est assis dans des fauteuils de PDG. Est-ce que ces fauteuils comme ceux-là sont des fauteuils adaptés contre le mal de dos ou pas? Oui, ils sont adaptés. On est dans une posture qui est verrouillée. Donc à partir de là, c'est comme si on était un peu dans un corset. Le corset, c'est pas un traitement. Ce que je disais, c'est un test. C'est-à-dire que quand on est douloureux et que derrière on a une immobilisation qui nous soulage, ça veut dire que clairement, il se passe quelque chose qui est de la douleur liée à la mobilité de la colonne ou des muscles qui sont autour de la colonne. Donc c'est plus un test, et le fait d'être dans un fauteuil bien assis et verrouillé au niveau fait que on est sur un fauteuil, un tabouret. Si on se tient droit, peut-être qu'on sera mieux parfois même que certains fauteuils. Mais il y a probablement des chaises qui sont moins bien adaptées que... Maral, vous avez d'autres questions? Oui, la troisième, c'est dès que on nous conseille souvent d'aller voir l'ostéopathe immédiatement en nous disant il faut vite que tu ailles voir l'ostéopathe pour qu'on te remette ça en place. Il faut surtout pas laisser installer le mal. Est-ce que c'est un bon conseil? Attention à ce que vous allez répondre, professeur Kouyumjan, parce que les ostéopathes vont être contents, mais les kinés vont être mécontents, et les chiropracteurs aussi. Donc c'est vraiment des professions à risque. On rentre dans des mondes parallèles, et là il n'y a pas de vraie réponse, et je peux pas apporter de réponse là-dessus. C'est-à-dire que ce qui moi me fait peur, c'est pas les ostéopathes. Il y en a qui sont d'ailleurs kinésithérapeutes et ostéopathes aussi. Il y a des qualifications qui sont multiples. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas nuire. Primum non nocere, comme on dit. C'est-à-dire, la première chose, c'est d'éviter de faire des choses qui peuvent dégrader, au contraire, le patient. Donc c'est de la manipulation, c'est-à-dire les manipulations brusques, quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Moi, je suis expert auprès des tribunaux et j'ai... Oui, mais là, c'est un biais que vous prenez. Oui. Malheureusement, il y a beaucoup de patients qui sont soulagés par l'ostéopathe. Maral, par exemple, elle peut être soulagée? Le take-home message, c'est-à-dire en gros le message que je veux faire passer, c'est que attention manipulation. Derrière l'ostéopathe, il peut être très actif. Il y a plein de patients qui viennent me voir, qui ont été vus par les ostéopathes et qui vont mieux, effectivement, mais
faire attention quand même et quand même être évalué en amont de l'ostéopathie par quelqu'un qui connaît un peu le dos et qui voit si les manipulations peuvent être. Alors après, l'ostéopathie, ça peut être de la manipulation, ça peut être du massage, de la physiothérapie, ça peut être plein de choses, du postural. C'est pour ça que c'est très hétérogène comme générique ostéopathe. On sait pas trop ce qu'ils font. Il y en a qui sont plus à faire de la rééducation, il y en a qui font plus de la physiothérapie, ce qu'on appelle, il y en a qui font plus de la manipulation. Et c'est pour ça que je peux pas vraiment répondre. L'expérience est importante. Attention à la manipulation. Maral, vous avez déjà essayé d'être traité par un ostéopathe ? Alors oui, j'ai essayé. Il m'a effectivement un petit peu manipulé, mais il m'a surtout conseillé de faire quelques exercices très particuliers en étant sur le dos et en mettant les genoux sur la poitrine et d'appuyer très fort de façon à ce que le dos, le bas du dos puisse se détendre. C'est de la kinésithérapie. Mais je n'ai pas vu, si vous voulez, une différence énorme si je n'avais pas fait ces exercices. Oui. D'accord. C'est toujours pareil, on essaye, ce que je disais, c'est les stratégies. On essaye une stratégie, vaut mieux essayer et commencer par là plutôt que commencer à l'envers. Donc si on peut et qu'il n'y a pas de gravité, vaut mieux faire des choses simples, voir si elles améliorent, soit elles améliorent pas. Si elles améliorent pas, on va au-delà. Mais avoir on va dire une prise en charge par de la kinésithérapie en premier, c'est quand même une bonne option. D'autres questions, Maral? Profitez-en. Alors, cette question-là, elle est un peu générale, disons, de curiosité. Oui. Les Africaines qui portent leur bébé sur le dos pendant jusqu'à l'âge de 2-3 ans, les bébés, leur dos, dans quel état est leur dos à votre... Alors, je les ai pas en consultation pour en témoigner. Ça sera avec plaisir. C'est une excellente question. Et c'est vrai que on n'entend pas parler de douleurs du dos, forcément dans le cadre du port de bébé chez les Africaines, mais il n'y a pas de mémoire. J'ai pas lu d'études particulières qui montrent que ces Africaines qui portent leur bébé ont plus de mal de dos, mais peut-être qu'elles ont une physionomie qui est différente du dos, et puis l'habitude fait qu'elles ont renforcé probablement une structure musculaire qui avale tout ça, et voilà. Mais j'ai pas effectivement de retour là-dessus. Je peux pas vous répondre plus que ça. Eh bien, Maral, on arrive au terme de cette discussion. Si vous avez une autre question, mais alors très courte. Sinon, merci d'avoir témoigné. Merci Surtout, faites attention lorsque vous donnez le bain à votre petit-fils ou votre petite-fille. Pensez à ce que vient de vous dire le docteur et baissez-vous bien sur les genoux. Voilà. Très bien. Je vais suivre ces recommandations. Je vous remercie et merci à vous. Et au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. On continue, professeur Kouyunkan. On a un petit effet sympathique dans les oreilles, mais ça va s'arranger. On continue parce que on a plein de questions à vous poser. J'aimerais savoir concrètement les traitements, les médicaments. On parle beaucoup, avant de prendre une autre personne au téléphone, on parle beaucoup du paracétamol et du risque lié à l'utilisation du paracétamol. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il faut faire attention à ça? Ne pas prendre trop de paracétamol? On sait qu'il ne faut pas dépasser 3 grammes par jour. Le paracétamol, non, j'ai pas de limite au paracétamol. Ce qui se passe, c'est comment traiter la douleur au-delà du paracétamol. Est-ce que nous, on adapte au mieux le traitement médical et donc le traitement antalgique. Et c'est vrai que j'ai un biais de recrutement puisque je suis chirurgien. Fatalement, je vois des gens qui sont en amont de ce traitement, et souvent les médecins généralistes, c'est eux qui prescrivent et qui suivent leurs malades. Donc, j'ai pas d'avis sur le paracétamol au-delà de la dose qui est prescrite par les médecins traitants. Après, le vrai problème, c'est la douleur. Bien sûr. C'est la douleur. Et cette douleur, souvent, quand les patients viennent, c'est que ce sont des douleurs qui sont chroniques. Et donc, le chemin, et c'est ça qui est important, le chemin du patient est important. Le chemin clinique, comme on dit, c'est-à-dire en gros, par où le patient va passer dans son histoire de douleur du dos. Il va passer par la question qui était effectivement la bonne question, c'était mais qui c'est qu'il faut aller voir au début? Exactement. Et ça, c'est on est perdu. On est vraiment perdu. On est perdu parce qu'il y a plein de gens qui sont intervenants dans l'histoire. Et ça dépend du médecin, ça dépend de plein de choses. Mais moi, chirurgien, je vois des patients qui sont adressés la plupart du temps et donc qui ont des douleurs chroniques. Et on est dans une structure, moi je suis dans un CHU,
Et dans un CHU, on est des enfants un peu gâtés là-dessus, on a des plateformes de soins qui sont quand même faciles. Donc les gens viennent, et dès que j'ai un problème sur la douleur, et que je pense qu'il ne faut pas opérer, en tout cas pas opérer tout de suite, et ben j'envoie aux spécialistes de la douleur. Donc c'est pas moi qui gère la douleur, il y a des gens qui sont adressés dans les centres de la douleur. Je comprends, mais vous avez raison d'insister. Pas facile de faire la part des choses entre les différents spécialistes. Et on n'a pas parlé des naturopathes et de tous ces professionnels qui peuvent aussi aider les gens. On a un autre téléphone là maintenant. Il s'agit de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Richard, bonjour docteur. Je suis ravie d'être à l'antenne de Hype et d'avoir un professionnel du dos. J'ai une petite question. Des fois, moi, le matin, en me levant, j'ai quelques douleurs au cervical et j'ai pensé à acheter du matériel adapté, comme des oreillers à mémoire de forme ou même un fauteuil relax, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou c'est juste des produits commerciaux? Et j'ajouterais à ce que vient de dire Sylvie, est-ce que c'est pas un vrai business? Il y a probablement un business, mais c'est à la fois vrai et pas vrai, c'est compliqué de répondre. Parce que c'est vrai que le matelas, par exemple, influence les douleurs du dos le matin. C'est-à-dire que quand on a un mauvais matelas, le matin on se réveille, et le fait de changer de matelas, parfois le matin, on se réveille, on est mieux. Donc là encore, il faut trouver, adapter un matelas qui soit le plus, qui convienne le plus pour éviter ça. Donc il y a quand même un effet, fatalement. De l'oreiller, je ne sais pas, est-ce qu'il faut dur, est-ce qu'il faut mou, etc. Je ne peux pas répondre à cette question, mais il y a fatalement un business. De toute façon, c'est toujours pareil, il y a toujours du business autour de ces éléments, mais il y a quand même une influence, alors peut-être pas de l'oreiller, mais il y a une influence probablement du matelas qui fait qu'on peut avoir le matin plus de douleur. Personnellement, clairement, j'ai changé de matelas et je fais partie des exemples qui font que j'avais quelques douleurs du dos parce que chirurgie tous les jours, etc. En changeant de matelas, ça allait mieux. Donc il y a quand même un élément qui fait que. Après, parce qu'on voit beaucoup des oreillers en forme de vague, vous voyez, avec le creux, etc. Oui. Voilà. En général, il vaut mieux éviter les matelas trop souples où on s'enfonce dedans, et les matelas qui sont un peu plus durs sont souvent plus conseillés. Après, c'est une question d'accommodation et il faut que, voilà, c'est difficile parfois de... Vous, Sylvie, vous avez un matelas dur, vous avez un oreiller particulier? Non, justement, j'ai un oreiller tout à fait classique et j'ai un matelas à mémoire de forme. J'en suis pas tout à fait satisfaite puisque j'ai des douleurs au cervical. Donc, le matelas étant assez récent, je pensais m'orienter plus sur un oreiller adapté, d'où ma question. Vous faites quoi comme travail, madame? Je travaille dans un bureau, je suis assise une grande partie de la journée. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas d'activité posturale particulière, vous ne faites pas d'activité physique? Très peu. Ouais. Ça fait partie des éléments qui peuvent, parce que les cervicalgies, ce que je disais tout à l'heure, les douleurs dans le cou, peuvent être liées à un trouble postural global, parce qu'on est devant un ordinateur toute la journée, on est assis, on verrouille, mais d'ailleurs on n'est pas forcément dans la bonne position, et si on n'a pas un entretien physique tous les jours associé à ça, et ben on peut avoir effectivement des douleurs cervicales au-delà même du matelas et de l'oreiller. Donc c'est plusieurs choses. Il faudrait peut-être que je revoie aussi ma posture au travail, la position de l'écran de l'ordinateur, ce genre de choses. Exactement. Ok, très bien. Très bien. Est-ce que d'autres questions, Sylvie? Moi, j'en avais une, mais je vous laisse finir peut-être. Non, je vais juste remercier le docteur pour sa réponse et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été avec nous ce matin. Moi, j'ai une question particulière, et ça, c'est un point qui n'est pas un point de détail, c'est-à-dire les semelles correctrices, les semelles orthopédiques. Vous êtes orthopédiste, chirurgien certes, mais orthopédiste. Est-ce que vous conseillez, contre la douleur, certains types de semelles? Ça, c'est effectivement un élément qui peut améliorer les choses. Est-ce que ça va guérir les douleurs du dos? C'est compliqué de le penser. Maintenant, les gens qui ont des déformations, des pieds plats, des pieds creux, et qui ont des problèmes posturaux, le fait d'améliorer globalement la posture et l'appui au sol va fatalement dans le bon sens. Est-ce que ça suffit? Je ne pense pas. Est-ce que c'est intéressant de le faire? Oui, probablement que c'est intéressant de le faire. Alors justement, j'aimerais que pour la dernière partie de cette émission, et merci de vos réponses qui sont très concrètes et très pratiques, vous êtes chirurgien. Et par définition, beaucoup de gens qui nous écoutent veulent savoir quand faut-il opérer. Prenons l'exemple de la hernie discale. On voit sur une radio une hernie discale très grosse qui vient abîmer le nerf. Quand faut-il opérer et quand ne faut-il pas opérer? Alors, ça c'est parfaitement codifié, sauf s'il y a des signes d'alerte, fièvre associée, etc. Si c'est une hernie discale, il n'y a pas forcément besoin d'aller faire une radio ou une IRM systématiquement. Mais si j'ai mal? Alors si on a mal, on traite la douleur au départ.
Et puis s'il y a une résistance, on fait un examen qui est quand même l'examen principal, c'est ou le scanner ou l'IRM. Voilà, parce que la radio ne va pas répondre à la hernie, on ne la verra pas. Donc c'est ou un scanner ou une IRM. Et à partir du moment où on voit la hernie, on traite médicalement. En gros, 90% des hernies discales sont d'un ressort médical, c'est-à-dire un traitement par anti-inflammatoire, par cortisone, par corticothérapie ou par antalgique, où il y a souvent l'association entre l'un et l'autre. Si le niveau douloureux est très important, ça peut motiver une hospitalisation, donc par exemple en rhumatologie, où on peut, dans ces cas-là, s'il n'y a pas de paralysie, parce que la hernie peut engendrer une paralysie, à ce moment-là on change de registre et on va directement dans le registre chirurgical. En gros, douleur, en fonction de l'importance douloureuse, soit on est orienté à l'hôpital parce que c'est excessivement douloureux et on ne tient plus, et à ce moment-là on fait un traitement par voie veineuse, voire des infiltrations rapides, soit la douleur est contenue, c'est un traitement simple, antalgique, et puis voilà, soit il y a des signes d'alerte, ou alors ce qu'on appelle la hernie qui est résistante au traitement médical bien conduit, on se laisse 15 jours, 3 semaines. Si la douleur va progressivement vers le mieux, et ben on s'arrête à ça. Si la douleur est pareil, voire augmente, et dans les 3 semaines qui suivent, augmente de façon notable, à partir de là, on discute de la chirurgie. Donc ça veut dire que c'est 5 à 10% des patients qui ont des sciatiques, 5% peut-être qui sont opérés, qui sont à opérer. Alors bizarrement, on s'aperçoit que les jeunes patients, on les opère aussi. J'ai vu un patient de 19 ans qui a été opéré d'une hernie discale. Ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on va opérer plus. Non, c'est vraiment la symptomatologie qui fait, puis le type de hernie, parce que on va pas rentrer dans les détails, mais en fonction du type de hernie, si la hernie est très très grosse par exemple et vient vraiment comprimer le canal, dans ces cas-là, c'est pas l'âge qui va déterminer s'il faut opérer ou non. Il y a la topographie de l'hernie, le volume de la hernie et surtout le retentissement de la hernie. Donc soit elle engendre une paralysie, auquel cas c'est une urgence. C'est-à-dire que là, quand on commence à avoir des déficits, par exemple quelqu'un qui dit « Ah là, j'ai très très mal et en plus j'arrive plus à relever la cheville », bon, là clairement on est sur un déficit de la motricité de la cheville et là il y a une urgence à l'opérer. Donc plus on opère tôt, mieux c'est. Alors justement, de plus en plus, on voit, et dans votre service, où je me suis rendu il y a maintenant 2 mois, on fait des opérations incroyables en ambulatoire. J'ai vu un patient qui est rentré à 6h30 du matin et qui est ressorti à 16h, et entre-temps, vous lui avez changé sa hanche. C'est ça l'ambulatoire? Ça va se développer? Oui, ça se développe bien sur la chirurgie prothétique, ça se développe déjà beaucoup sur toutes les chirurgies orthopédiques. Alors je vais faire un panel assez hors sujet, c'est-à-dire sur les chirurgies qui sont les chirurgies de la main, les chirurgies de l'épaule, les chirurgies du coude, les chirurgies du pied. Donc ça, on arrive vraiment à des taux de conversion entre l'hospitalisation où on dormait à l'hôpital et puis maintenant l'ambulatoire, on rentre le matin et on est même sur des fauteuils avec des rotations très importantes. Donc ça, c'est déjà très cadré. Après, sur la chirurgie plus lourde, Prothèse de hanche. Prothèse de hanche. Eh ben, tous les patients ne sont pas éligibles à la prothèse de hanche. C'est quoi les conditions pour avoir une prothèse de hanche en une journée? Opérer le matin, sortie le soir. Il faut que le patient soit compatible médicalement, c'est-à-dire qu'en gros, il ne soit pas lourd d'un point de vue médical, qu'il n'ait pas de trop gros antécédents. Quelqu'un qui a des insuffisances cardiaques, qui a des problèmes pulmonaires, qui a des problèmes vraiment importants, on ne va pas lui proposer d'entrer le soir parce qu'il y a un risque de complications quand même plus important. Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas qu'il habite trop loin de l'hôpital. S'il habite à 150 km et qu'il a un problème, il faut bien qu'il revienne. Et nous, on prévoit toujours un lit d'aval. C'est-à-dire s'il revient, il faut ou alors si l'ambulatoire ne marche pas, c'est-à-dire que le patient est trop douloureux à la fin de la journée, fatalement, il faut un lit d'hospitalisation. Il y a des conditions. Il y a ce qu'on appelle l'éligibilité à l'ambulatoire. Il y a 2 filtres. Il y a le chirurgien qui propose. Il y en a même 3. Le patient qui accepte, parce qu'il y a des patients qui n'aiment pas entrer et sortir, ils ont peur. Et ils n'ont pas aussi la structure, parce que si vous habitez seul à la maison, c'est clair. Vous n'allez pas pouvoir entrer. Il faut quelqu'un qui soit à côté de chez vous, et à côté de vous surtout la nuit. Et puis, il y a le filtre de l'anesthésiste. C'est-à-dire que nous, on propose, et puis l'anesthésiste va voir tous les antécédents, les médicaments, et voir s'il y a des risques importants. Quelqu'un qui a des problèmes coronaires, quelqu'un qui a des problèmes liés à une maladie comme Alzheimer, c'est pas des patients à qui on proposera de l'ambulatoire. Absolument, et c'est pour ça qu'on arrive à peu près à un taux de 10 à 20% de patients à qui on peut proposer. Et pourtant, les autorités de la santé en France poussent qu'on fasse plus d'ambulatoires parce que ça coûte moins cher. Il y a un moment donné, il ne faut pas aller dans ce que recherche la politique de santé à tout prix. C'est-à-dire que faire de l'ambulatoire raisonnable, c'est bien. Mais après, celui qui est responsable du patient, c'est le médecin.
Et il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, c'est notre responsabilité. Je crois que le pouvoir public, là, c'est limite, et qu'à un moment donné, on est là aussi médecin pour dire stop. On ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite parce que diminuer la durée de séjour, etc., au profit d'une optimisation et d'une rentabilisation hospitalière, c'est pas le but. Nous, on est quand même des médecins avant tout, il ne faut pas l'oublier, et le principal, c'est de soigner les malades, et le mieux possible. Donc, il ne faut pas rentrer dans cette démarche. Il faut effectivement proposer dans l'ambulatoire raisonnable, quand ça arrange tout le monde, c'est-à-dire et le patient, et en toute sécurité. Au-delà de ça, il ne faut pas aller au-delà de la limite, et on arrive à peu près maintenant à cette limite-là. Donc je pense qu'il faut faire attention à cet effet de publicité qui peut y avoir sur l'ambulatoire. Je pense qu'il y a effectivement des interventions éligibles, et c'est beaucoup plus sympa pour un patient de rentrer à la maison en post-opératoire et d'être entouré des siens, plutôt qu'être dans un hôpital, parfois dans des chambres à 2 lits, etc., etc. On comprend bien le fond du problème, et c'est pour ça qu'on propose l'ambulatoire, mais pas à tout prix. Je crois qu'il y a des limites à obtenir. Et je pense que sur la colonne vertébrale, il faut faire attention. Il faut faire attention, et c'est une intervention qu'on peut tout à fait, notamment à la hernie, proposer en ambulatoire, que certains proposent, même sur les cervicales. Il y a certains centres qui l'ont fait, il y a certains centres qui ont eu quand même quelques soucis aussi sur l'ambulatoire. Donc il faut le faire bien encadré, et ce qui est important, c'est pas la technique chirurgicale, parce que nous, on n'est pas meilleur chirurgicalement, on opère comme tout le monde. Le truc, c'est la structuration autour de l'acte opératoire, c'est-à-dire le conditionnement et les fusibles qu'il va y avoir, qui vont permettre effectivement d'être rassurés par la public. Malgré tout, vous êtes un service de pointe puisque vous opérez non seulement en ambulatoire, mais vous opérez à l'aide d'outils, de dispositifs et même de robots. Vous avez un robot qui permet d'être hyper précis puisque c'est au millimètre près que vous posez cette prothèse. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu à toutes ces questions et d'apporter des questions et des réponses pratiques. Avant de finir cette émission, puisqu'on arrive au terme de ce discours, de cette conversation, quel est votre parcours en tant que médecin, certes on l'a vu, mais en tant qu'Arménien, puisque vous avez un nom qui est très reconnaissable? Écoutez, je suis très fier d'être ici, parce que je suis parti, j'étais parisien, et je suis parti m'installer dans le sud de la France, et donc dans un hôpital universitaire. Donc j'ai été nommé professeur là-bas, à Nîmes. Et il y a quelque chose qui m'a toujours manqué, c'est mon arménité. Et de revenir ici, ça fait beaucoup plaisir, parce que on est un peu loin de tout quand on est à Nîmes, et on passe à côté parfois de l'essentiel. Et le fait d'être ici, ça me permet de me replonger un petit peu dans ce bain, et voilà. Il y a beaucoup d'Arméniens à Nîmes, il y a beaucoup d'Arméniens qui souvent viennent d'Arménie et qui arrivent, il y a une communauté qui est en train de se créer, dans le sud de la France, dans le bassin, Montpellier aussi. Mais le travail faisant, c'est compliqué parfois de m'associer à eux, et c'est vrai que de revenir un peu sur la terre parisienne et de refréquenter Radio Hype et d'avoir le plaisir d'être invité parmi vous, ça me touche beaucoup. Oui, ça vous touche beaucoup parce que dans votre histoire, dans votre enfance, vous m'aviez confié, été souvent dans les colos arméniennes, c'est ça? Oui. Racontez-moi un peu, c'est quel souvenir vous en avez? Vous retrouvez les copains des colos? La Croix Bleue arménienne, c'était la période, c'était un petit moment, maintenant je ne vais pas dire mon âge, mais ça fait allez-y, on est entre nous. 53 ans, donc ça veut dire que j'étais, il y avait à l'époque quelques amis que je connaissais bien, et puis surtout des gens que j'ai côtoyés un peu, on était parallèlement ensemble, et les frères Jacques qui étaient à l'époque. C'est pas celui qui a gagné la Coupe du Monde de football? Oui, celui qui était déjà plus fort que tout le monde. Celui qui nous ridiculisait tous, il était là déjà. Et voilà, ça fait partie des bons souvenirs. J'ai fréquenté aussi, malheureusement, de façon trop courte, l'Union des médecins arméniens de France à Paris à l'époque. Et c'est vrai que m'exporter là où j'étais, c'est plus compliqué, puisqu'il y a une partie qui est à Marseille, mais un peu loin. Donc voilà, je suis un peu éloigné de tous les milieux qui me plaisaient. En Arménie, vous êtes déjà allé? Bien sûr. Grâce à l'UMAF, grâce à l'Union des médecins arméniens de France, on avait fait un congrès là-bas à l'époque, et je faisais partie de l'ensemble de la palanquée, comme on dit. Et puis je suis reparti après avec quelques années dirigeants pour essayer de voir comment on pouvait s'immiscer et avoir des collaborations entre l'Arménie et la France, et notamment c'était fait à l'époque sur la chirurgie viscérale. J'avais été un peu coopté par les essences de l'UMAF, et puis c'est vrai que le temps faisant, on s'éloigne un peu des choses, et puis le travail nous prend un peu trop, et d'ailleurs on n'a malheureusement pas l'occasion de
fréquenter ces milieux parce qu'on a du mal à venir à Paris, qu'il y a des conneries, il y a plein de choses qui font qu'on a vite, quoi. Bon, maintenant vous connaissez l'adresse, vous savez que Radio Hype c'est à Alfortville, 41 rue des Écoles, vous venez quand vous voulez, on fait à nouveau une émission à chaque fois qu'il y aura de l'actualité. En tout cas, professeur Kouyounjian, merci d'avoir été là ce matin. Je rappelle que vous êtes venu spécialement de Nîmes pour venir faire cette émission. Je pense que les auditeurs ont apprécié. Je vous souhaite une bonne journée. Vous rentrez à Nîmes là ? Je rentre à Nîmes juste après, merci. Alors bonne journée et sûrement à très bientôt. Bonne journée à tous. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.